bienvenue pour la 18e émission de ce call. Alors aujourd'hui, on est beaucoup dans la salle, on est 8 et on va être rejoint par Hugo qui est pas encore là pour être 9 au final. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on a de nouvelles têtes qui sont été repêchées par Tristan, hein, qu'on ne remerciera pas assez. Repêché, t'es gentil. D'ailleurs, bonjour Tristan. Bonjour Hugo. Chronique aujourd'hui? Non, aucune. Aucune. Tu nous prépares quelque chose peut-être pour la semaine Oui, soit je fais une chronique voyage, soit je fais une autre chronique qui va être différente. Tu sur sais un pas univers encore. Fantasy. Tu sais pas encore, tu te tâtes. Je me tâte. Qu'on a aujourd'hui de l'équipe habituelle, on a aussi Akila. Akila, bonjour. Bonjour à tous. Alors j'aimerais rajouter une petite précision pour Hugo qui n'a pas appris les additions. C'est un peu dommage. On est déjà 9, Hugo. Et on va être 10. Déjà 9. Et oui, on est déjà 9, Hugo. Ah. On est Déjà déjà de 9. général. Ça arrive, hein, c'est comme ça. Ouais. C'est la radio The Call, le mardi soir, pour ceux qui seraient intéressés d'apprendre, de laisser Hugo apprendre aux additions quand on est beaucoup. Parce que à plus de 5, ça devient dur. Ah mais oui, c'est parce que j'ai pas marqué Hugo. Bon. Et donc nous allons passer à la personne suivante. Non, parce que tu as une chronique aujourd'hui. Oui, j'ai une chronique, mais on va quand même passer à la personne suivante. Tu nous révèles pas ce que c'est, tu nous le... Alors, je vais parler d'un animé qui est sorti donc il y a un petit moment, en hiver 2017, mais qui a eu son film en février, et un nouvel animé un petit peu en hors-série il y a pas très longtemps. Je vais évidemment parler de Yojo Senki et de l'animé Isekai Quartet qui est en rapport juste après en première chronique. Ok. De l'équipe habituelle, on a Mathis. Mathis, bonjour. Bonjour. Tu comptes aider dans cette chronique? T'as vu Yojo Senki? Oui, je l'ai vu, ouais. Bon, je peux aider, je regarde aussi Isekai Quartet. Donc ouais, voilà. C'est un terrain que tu connais. Oui. Bon, du coup, on va pouvoir passer aux nouvelles têtes un peu. Donc, en premier, on a Noah. Noah, bonjour. Bien le bonjour. Content d'être à The Call. Ah mais absolument. Parfait. Si tu... Tes sujets de prédilection, si un jour tu comptes peut-être... La musique, tout ce qui touche aux techniques sur les instruments et tout ça. Ouais, t'es un musicos, comme dirait. Voilà, un bon musicos. Bon, bah parfait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de musicien... Enfin, si, il y a Hugo. Oui, non, je dis la merde, super. C'est bien, t'es vraiment franchement fatigué. Ouais, je suis un animateur, mais vraiment de qualité. En effet, on a remarqué. Déjà, d'habitude, c'est Mais pas on t'aime top. bien pour ça. Bon, parmi les autres nouveaux, on a Louane. Louane, bonjour. Bonjour. Un peu Quelle timide, introduction. de ce que je peux voir. Pareil, des passions, des trucs que tu aimes partager. Bah, je sais pas. On ne sait pas, bon. C'est pas bien grave, hein. Ils veulent juste regarder l'émission. Ouais, mais faut faire participer un peu, Le c'est marrant. partage, Tristan. Oui, mais moi je partage suis la parole. tout le monde le sait, je suis quelqu'un qui ne partage pas. Tu veux tout pour toi. Et c'est dommage Oui. parce que c'est tellement calme que je vais pas pouvoir la couper. J'en suis fier, Yes. bravo Tristan. Parmi les, Je t'emmerde, t'inquiète pas, ça Ah. remonte vite. Parmi les nouveaux, on a Noé aussi. Bonjour. Bonjour. Tu fais partie de la... Vous faites tous partie de la même classe au final. Oui. Vous êtes un grand groupe qui se connaît. Toi, c'est un sujet de prédilection aussi? Je fais toujours un peu le Non. tour de... Non, pas vraiment. non plus. On n'a pas de talent. Oh, pas de talent. Alors, t'inquiète. Faut pas dire vous êtes ça. pas les autres- Il y en a aussi qui n'ont pas de talent et qui n'empêchent. Viennent les Faut mains dans pas les poches. dire ça. Ça sent le vécu, Tristan? Oui. Nous sommes Zineb. partis pour une émission clash, c'est ça? C'est Non. ça. Oh, ça va être drôle. Boubacaris, toi-même tu sais? Oula. Une émission qui est aussi avec de la saturation aujourd'hui. Donc, vu que personne n'avait entendu, Zineb, bonjour. Zainab, mais Ah, C'est désolé. Reprononce. Zaineb. oui. Ok, j'essaie de me rattraper quand même. Pareil, un sujet que t'aimes partager? J'écoute beaucoup de K-pop. Ah. Les animés, j'en ai regardé beaucoup aussi. Oh. Je lis aussi beaucoup de scans, mais T'aimes après- bien la culture asiatique un peu Voilà. Bon, je pense que tu vas te faire des amis ici, hein, puisqu'on a tous à peu près lu des mangas, des animés. ouais. Pas grand fan de K-pop, malheureusement. Il est très fort. Ça- Mais, C'est plus pour des filles, je pense, les groupes. oh, bah, tu sais, c'est de la musique, hein, ça. Ouais, ouais. Voilà. Eh, moi, je veux bien ton expertise en K-pop à la radio. S'il y a des morceaux que tu veux absolument faire passer ou ce genre de trucs. Bien nous, on est sûr. ok.
Et enfin, en dernière nouvelle tête, j'ai envie de dire, Mathilde. Mathilde, Oui. bonjour. J'ai Bonjour failli à te confondre tous. avec Louane parce que j'ai mal placé mon porte-bête. Ah ça non, on va éviter de me confondre. Non, on va essayer de faire les choses Franchement, la bien même quand même. tête, hein. Et du coup, pareil, un sujet peut-être. Perso en niveau lecture, je suis plus roman. Après, Ah. on verra. La Ça chronique- dépend. Je laisse la surprise, on va dire. La littérature, on en avait un en saison 4. Et c'était vachement bien. Du coup, Oui. si un jour, la saison prochaine, t'as envie de faire partager, nous, on t'accueillera à bras ouverts. Ouais, on verra ça. Bon, du coup, on va pouvoir commencer avec la première chronique, là, parce que même l'intro, elle fait déjà 6 minutes. Du coup, on va commencer avec la chronique manga d'Akila. Ensuite, quand Hugo va revenir, normalement, on fera sa chronique après, parce que ça faisait un bail que on l'a pas entendu. Oui. Et s'il nous reste un petit peu de temps, je me prends un petit créneau pour faire un petit truc, j'ai un petit sujet en tête, rien de bien préparé, mais on verra bien. Mais d'abord, on commence avec la chronique manga d'Akila, juste après le jingle. Du coup, tu nous avais déjà parlé d'un isekai il y a 3-4 semaines avec SAO. Et là, tu en reviens SAO avec un autre. Avec Ten Slime aussi. Ouais, Ten Il y a Slime. un petit moment. Et aujourd'hui, donc, je vais parler d'un nouvel isekai qui fait partie, on va dire aussi, d'une grande famille qui est la famille de Kadokawa, donc le studio qui l'a créé. Je vais bien évidemment parler de Yojo Senki. Alors, pour pouvoir introduire Yojo Senki, il faut évidemment que j'introduise le terme isekai. Alors, qu'est-ce qu'un isekai ? Un isekai, c'est quand le personnage principal d'une série se fait téléporter dans un monde fantaisique, après sa mort par exemple, ou après un événement inattendu. La plupart du temps, un isekai va donc être dans un monde fantaisique, et pas obligatoirement. Et c'est pour ça que Yojo Senki a sa petite particularité. Parce que, en fait, nous suivons donc un salaryman japonais un petit peu sévère sur les bords et très carré sur sa vie, et qui aime bien les règles et qui suit tout le temps les règles, et qui donc travaille dans une société lambda au départ. Je me rappelle même plus du nom, c'est pas ce qui est le plus important. En fait, dans Yojo Senki, on a le héros, donc il renvoie une personne de l'entreprise parce que on sait pas quelle erreur il a faite, et en représailles, donc la personne qui a été virée est revenue et l'a poussé sur une ligne de tram. Et en fait, en poussant le héros sur la ligne de tram, le temps s'est arrêté. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Dieu qui lui parle. Je dis Dieu pour l'instant, mais je vais le dire qu'une fois, pour une certaine raison. En fait, donc le héros principal renie complètement Dieu, parce qu'il trouve que ça ne respecte pas ses idées de règles. Il ne l'a jamais vu avant, et ce qu'il ne voit pas, il ne veut pas non plus le croire. Et c'est pour ça qu'évidemment, il commence une discussion, et Dieu lui fait « Est-ce que tu serais prêt à te repentir de la vie que tu as vécue ?» Et évidemment, il n'est pas d'accord. Et donc, après une conversation entre le héros et le dieu décide de l'envoyer dans un autre monde et d'essayer de lui faire ressentir ses péchés, parce qu'il a dit il a annoncer des balivernes devant Dieu, par exemple que la femme était inférieure, que les enfants étaient faibles, Yes. que c'est la guerre qui a amené la société jusqu'à aujourd'hui. Et donc Dieu, entre guillemets, pour le punir de sa manière de penser qui est outrageante, entre guillemets, il l'envoie dans un univers parallèle basé sur la Seconde Guerre mondiale avec le Troisième Reich. On ne parle pas évidemment directement du Troisième Reich, mais on reconnaît très très vite des éléments qui en font partie. C'est peut-être un peu chaud de dire que... C'est un peu chaud. Il y a, de temps en temps, par exemple, il peut y avoir des symboles qui ressemblent à une swastika, qui est évidemment pas une swastika. Mais évidemment, on nous rapporte à ce détail-là. Et donc, en fait, le héros de l'histoire, donc, c'est un grand homme qui va se faire réincarner dans le corps d'une petite fille. Évidemment, donc il aimait pas les enfants, il aimait encore moins les femmes, et donc c'est donc le comble du comble qu'il va subir. Et par-dessus le marché, on lui dit que parce qu'il a un grand potentiel magique, parce que dans cet univers-là, la guerre est menée par parfois des mages, et en fait ces mages ont la particularité de posséder
une force magique qui leur permette de combattre. Et justement, évidemment, quand tu as un potentiel qui est supérieur à la moyenne, tu es obligé de te faire enrôler dans l'armée. Alors évidemment, lui qui était donc, il est déjà donc dans le corps d'une fille petite, donc très très jeune, donc il rentre dans l'armée à partir de 11 ans. On va dire que ce n'est pas non plus la joie en tant que petite fille de rentrer dans l'armée pour combattre des personnes. Ça a pas l'air d'être la joie tout court, ton manga. Ça a là. pas l'air. Et ben justement, le point le plus intéressant, il vient là. C'est parce qu'évidemment, il va renier Dieu durant une grande partie de toute l'histoire. D'ailleurs, il va pas l'appeler Dieu, mais il va l'appeler Monsieur X. Parce qu'il le déteste tellement qu'il ne veut pas le surnommer Dieu, parce que ça reviendrait à l'admettre que c'est Dieu, et il dit non. Donc je vais t'appeler Monsieur X, et tu me fais chier Monsieur X, dans l'idée, et toute la série va se baser sur le combat entre ces deux personnages. Alors évidemment, c'est pas un combat en face à face, comme on pourrait le dire, mais c'est plutôt une guerre idéologique, dans l'idée. Et la raison pour laquelle cette guerre idéologique est amusante, sur un point, c'est parce que déjà il est extrêmement fort. On ne sait pas pourquoi, même avec sa puissance magique qui est supérieure à la moyenne, avec l'âge de 11 ans et le corps d'une fillette, il est capable de renverser même des ennemis qui sont très puissants, et des hommes par exemple. Et c'est donc justement comme ça qu'il va arriver sergent, donc c'est pas rien, sergent d'une armée à 13 ans. Avec le corps d'une petite fille, je le rappelle. Donc on a une petite fille dans l'armée. Et justement... Il y a 13 ans et qui est sergent. Bonjour. Oui, et c'est à ce moment-là que l'on va en parler un peu plus de Tanya. Elle s'appelle donc Tanya Deglechaf. Donc je pense qu'avec le nom, vous avez compris que c'était pas non plus ni français ni japonais. Et c'est... plutôt. Et ce nom donc va revenir énormément dans l'animé, parce qu'on va plus l'appeler le salaryman ou monsieur machin, voilà. Et on va l'appeler Tanya Deglechaf à partir de ce moment-là. Et la raison pour laquelle je présente Yojo Senki aujourd'hui, c'est que déjà il y a la première facette qui est assez originale de Yojo Senki, parce que déjà pour avoir une petite fille en tant que personnage principal, alors qu'en vrai c'est un mec, voilà, il faut y aller quand même. Et évidemment, j'ai trouvé que c'était du génie quand j'ai vu l'animé, et les scènes de combat par exemple qui sont animées par le studio. Alors, il y a le manga et l'animé qui sont séparés. Le manga est scénarisé par Carlo Zen et le dessinateur par Chika Tojo, mais l'animé est fait par Yutaka Uemura, et donc énormément de producteurs, et le scénariste c'est Kenta Ihara. En fait, ces personnes-là sont des personnes qui travaillent donc à Kadokawa, et on refait le design de Yojo Senki, parce que le manga et l'animé, l'histoire est la même, mais les graphismes changent énormément. Ouais, ça a un peu été comme pour One Punch Man. Ça a été un peu comme One Punch Man. Il y avait les dessins de One qui étaient faits dans le manga. Et par contre, je sais plus du tout qui avait fait les dessins de l'animé de One Punch Man, qui était, on va pas se mentir, bien mieux travaillé que dans le manga. Ah, One, il sait pas dessiner en fait. Il sait pas dessiner. Très clairement, voilà. On peut peut-être pas savoir dessiner, mais de faire de très bons scénarios, non? Ah bah oui. C'est justement pour ça que. Mais One du coup, Punch tu Man, prends un dessinateur dans ce cas-là. Voilà. Dans l'idée, voilà, c'est ça. Après, au pire, c'est tu fais tes dessins, tu dis voilà mon scénario, et tu Oui. dis un mec, C'est le scénario, justement, voilà, c'est celui qui présente. D'ailleurs, je crois que chaque semaine ou autre, il présente sur internet le chapitre suivant. Donc bon, voilà. Enfin, je vais revenir sur Yojo Senki justement sur le point graphique, parce que dans l'animé, les combats, je les ai trouvés bien mieux par rapport au manga. Je sais pas si tu as lu le manga, par exemple, Tristan. Pas Tristan. Parce que je parlais avec Tristan, pardon. Non, j'ai juste vu l'animé. T'as juste vu l'animé. Alors moi, comme j'ai lu le manga et l'animé, j'ai quand même aussi préféré l'animé pour plusieurs raisons. Déjà parce que les scènes de combat m'ont beaucoup plu, mais surtout on ressentait bien plus l'esprit détraqué du héros. Parce que quand tu as une quantité d'ennemis devant toi, par exemple, qui sont armés, et que toi tu es un simple éclaireur, que tu n'as presque pas d'armes, et que l'on te dit tu auras des renforts dans 600 secondes, soit tu es pratiquement mort, parce qu'eux aussi sont des mages et ils vont aussi vite que toi. Théoriquement, le héros va donc foncer dans le tas, évidemment. Bah oui, évidemment, le héros est censé foncer dans le tas, n'importe qui. C'est pour ça que dès les premiers épisodes, on a pu voir une petite fille qui vole avec un fusil.
Ouais, donc il y a des foncer armes à sur feu. une armada de mecs qui volent aussi et qui se font tous lyncher. Je me posais la C'est- question de savoir s'il y avait des armes à feu parce que du coup, Oui, ça semblait un peu chelou, mais. c'est pour ça que voilà, on est à un niveau. Alors, C'est pour ça que c'est très monsieur- original. Monsieur le scénariste, qu'avez-vous fumé je demande juste ça comme ça. Je voudrais fumer Et aussi bah la même justement, chose. ce n'est pas fini parce que tu sais que Tania Degolechaf donc est un sergent. Ça veut dire qu'elle dirige une armée. Et pour entraîner une armée, comment on fait à ton avis? Bah, de nos jours, on va se dire, hey, on va faire des pas de course, etc. Ah, qu'est-ce que vous êtes laxiste, dis donc. Pour s'entraîner, déjà, on réveille nos troupes à 4h du matin. Évidemment. C'est pas Et on drôle, leur ça. dit jusqu'à l'aube, on va tirer des faux missiles. Mais dommage, j'ai fait une petite erreur et ils ont mélangé quelques vrais obus dans les obus qui vont vous tomber dessus. Donc vous avez intérêt à creuser un trou et essayer de survivre. Vous avez jusqu'à l'aube. Bon courage. Oh mon dieu. Et donc c'est l'un des J'adore. premiers entraînements que l'on nous laisse faire et que l'on découvre. Alors évidemment, dit comme ça, on va se dire, mais ce serait pas l'enfer? Très clairement oui. Très clairement oui, c'est elle qui apporte l'enfer et c'est d'ailleurs pour ça que il y a pas mal de mèmes sur internet qui disent vous avez vu cette petite fille? Eh ben c'est le démon incarné. Mais, Tout C'est pas pour rien. Tout l'animé se base uniquement sur la guerre, genre il y a pas. Alors, C'est ça- en qu'une seule saison, on va dire. il y a qu'un seul une arc. saison de 12 épisodes qui va se baser donc principalement sur la guerre, dans l'idée, oui. On aura au fur et à mesure plusieurs personnages qui sont un peu moins ressortis dans l'animé, je suis complètement d'accord, mais qui restent quand même amusants. Par exemple, il y a une autre fille dans la série, on s'y attendait pas, très certainement, et c'est elle qui évidemment suivit un peu à chaque fois Tania. Et c'est pour ça que c'est extrêmement amusant, parce que déjà il est méga original cet animé. Et comme c'est un isekai, voyez-vous, on a une société qui s'appelle Kadokawa, qui sont des purs génies, et qui ont fait « Hey, cette année, nous allons prendre 4 animés. Nous allons prendre Isekai Quartet. » Non, attends. Isekai Quartet, c'est le nom de l'animé. Il y a 4 animés dedans. Il y a Konosuba, il y a Overlord, il y a ReZero, et on a mis en dernier Yojo Senki. Alors évidemment, nous avons la rencontre entre un grand démon squelette géant assez grand, une petite fille loli nazie blonde qui est le démon incarné. On a Kazuma à côté qui est le mec qui a le moins de chance ou le plus de chance à voir en fonction de ceux qui ont regardé l'animé. Et nous avons ReZero avec Subaru qui a tout subi dans la tête. Et Kadokawa, ils se sont dit, hey, j'ai une idée. Et ils ont pris les 4 animés, ils en ont fait un nouvel animé qui s'appelle Isekai Quartet et qui est en cours de diffusion en ce moment. Mais est-ce que c'est bien? Alors, Isekai Quartet par rapport à la série originale, faut le prendre comme du pur comique. C'est un animé de 15 minutes, d'ailleurs il sort les mardis et je crois qu'il est sorti le dernier. Zut, j'ai envie d'aller le voir. Et donc justement, dans l'idée. Et donc justement les 4, ils sont obligés, alors déjà... dans Isekai Quartet, tu as Tania Degolechaf. Ouais. Et donc les les quatre héros protagonistes de chaque série sont obligés de entre guillemets subir la vie scolaire. Donc en fait, ce qu'ils doivent faire, c'est pour sortir de cet univers, ils doivent essayer de vivre pleinement leur histoire d'étudiants. Genre par exemple parler entre eux, discuter, travailler correctement en étant très gentil. Or le problème c'est que quand tu as une loli nazie, une loli à moitié nazie complètement malade, un squelette géant qui est en fait un gros trouillard avec toute sa clique, avec par exemple Albedo. Oh Et, oui, oh mon dieu. Voilà dans l'idée. Je connais, putain. Dans l'idée avec Albedo, t'as Kazuma avec Darkness par exemple, qui est Nice. voilà, C'est ou comment Aqua et mettre- Megumi. Un bouton Open the fire. Et bah justement, je vais te reparler. J'aime bien l'idée du bouton parce qu'il faut qu'on en reparle. Et en dernier avec Kazuma, ouais. donc on a Kazuma avec Konosuba, mais on a aussi Subaru avec ReZero où il y a déjà Rem et Ram, donc on est très heureux. Il y a Emilia aussi. Mais il y a aussi, je sais plus comment il s'appelait le prof. Est-ce que tu te rappelles? Le prof, je sais pas. Alors, il y a plusieurs profs. Bah oui, évidemment, Oui. il faut des profs. Le Ah oui, maître dans du Isekai manoir. Quartet. Dans Isekai Ok. Quartet, ah bah oui, il faut des profs dans une école d'étudiants. Et donc, bah évidemment, Ils viennent aussi des univers du coup. voilà, ils viennent aussi de chaque univers. Par exemple, t'as Yojo Senki qui se mélange avec ReZero. C'est un pur carnage. Et
dit comme ça, on va se dire, mais est-ce que c'est bien ou pas? Moi, je le dis très clairement, c'est méga drôle. Franchement, c'est du pur comique, et c'est pour ça que c'est super intéressant. Et justement, ce qui est pas mal avec Isekai Quartet, c'est que l'introduction à Isekai Quartet dans l'épisode 1, c'était un interrupteur. Et évidemment, on voit le pattern de chaque série, entre guillemets. En fait, dans Yojo Senki, à un moment, dans l'animé de Yojo Senki, Tanya Degolechaf doit faire l'essai d'une arme. Et dans l'essai de cette arme, dans l'animé, elle est censée prier Dieu, enfin Monsieur X, pour pouvoir l'utiliser pleinement. Très clairement, c'est le comble pour lui, parce qu'il est obligé de prier Dieu pour pouvoir utiliser son arme pleinement. Bon, voilà. Et justement, dans Isekai Quartet, on revoit cette scène avec le test de l'arme, et le problème, c'est qu'elle arrive en l'air, et le soldat, entre guillemets, la personne au sol lui dit « Hey, mais appuie sur le bouton pour éteindre le processus, parce qu'il est devenu trop dangereux. » Et évidemment, elle dit « Il y a 2 boutons, lequel je dois appuyer ?» Alors évidemment, il fait « Mais t'en as qu'un de base, tu ne peux pas en avoir 2. » Et en fait, il y a un bouton, c'était le bouton pour se faire réincarner dans un autre monde, et l'autre bouton pour éteindre la machine. Et on lui dit, il y a 2 boutons, faut que tu choisisses le bon. Très clairement, elle en a marre, elle fait, bon, bah j'en ai ras le cul, je prends les 2. Et c'est comme ça qu'elle se fait réincarner dans l'autre monde. Konosuba, Overlord et Re:Zero se sont aussi fait réincarner avec ces boutons d'une différente manière. Si vous regardez Isekai Quartet, je vous en dis pas plus parce que bon, je reste sur Yojo Senki. Mais c'est pour ça que c'est extrêmement drôle. Et Isekai Quartet, celui-là, boum. ça part un peu comme ça à chaque fois. C'est un peu dommage. Voilà. J'ai pas regardé, je devine juste. Parce Ça, que je suis aussi barré. c'est pas le cas pour tous, mais tu verras. Grâce à ce petit moment de présentation des personnages, on voit très très vite comment pense chaque personnage et on comprend mieux comment ils en vivent. Et c'est pour ça que donc dans Yojo Senki, c'est extrêmement amusant qu'elle se fasse réincarner dans ce monde-là et surtout devoir vivre une vie d'écolière. Alors que, évidemment, déjà, c'est un adulte qui s'est fait réincarner en tant que petite fille et qui, en plus, par-dessus le marché, doit encore subir Monsieur X. Ça doit donner lieu à des pensées assez malsaines, quand même. Non, pas du tout. En vrai, non, pas du tout. Surtout quand tu vois le personnage de Tanya Degolechaf. Très clairement, quand tu le vois, tu te dis oh non. Oh non. Ça, si tu essaies d'y toucher, tu vas te faire exploser. Je dis ça en plaisantant, j'ai juste débarqué là. On parle quand même d'une gamine nazie avec un nom russe. Avec un nom russe dans l'armée nazie et qui justement est capable de buter avec une un armada. nom russe. Voilà, bonjour. Remarque, les gars, je pourrais bien vous parler de Rocky Requiem, le chevalier vampire, ou c'est une BD ou tout simplement un... Non, pour l'instant, on parle de Yojo Senki, t'en parles. Voilà, donc peut-être non, mais c'est juste un officier nazi qui se réincarne en enfer, et en gros, le mec, il accède un grade très haut parce qu'il a commis plein de trucs dégueulasses dans sa vie. Voilà, genre le mec débarque en enfer, t'as tué plein de monde. C'est bien. Bravo, tu as réussi ta vie. T'as réussi ta vie. Enfin bon. Ok, pourquoi pas, ça pourrait être drôle. Non, franchement, je sais pas, faudrait qu'on fasse une chronique. Comme chronique, je peux en faire une la semaine prochaine. Pourquoi pas. De ça. Bon, on revient mais sur t'as Yojo déjà celle Senki, d'aujourd'hui. il le faut. En fait, dans Yojo Senki, il y a un autre point que j'aimerais revoir, c'est le personnage de Tana Degolechaf. Elle a eu un film en février, j'ai pas pu le voir. Je suis dégoûté, cherchez pas. C'est pas étonnant venant de toi. Non mais très clairement je l'ai cherché, hein, faut pas croire. J'ai passé plusieurs heures pour essayer de le trouver, introuvable. Il est vraiment ultra compliqué à trouver. Tu vas être obligé de payer ta place de cinéma, merde. Mais non, mais comme il est sorti c'est au exclusivement au Japon, et là il est sorti dans quelques théâtres en Amérique, je peux pas non plus aller faire un voyage. Ah, t'as plus qu'à attendre cet été. Bah non, parce qu'il sera plus là le film. Ouais. Bah, très clairement, il est sorti en février. Donc Bon bah tu l'as dans le cul, écoute, c'est tout. très clairement. Tu vas voilà, attendre c'est pour un ça an que pour je suis l'avoir dégoûté. en stream. Ouais, c'est ça. C'est tout. Et donc dans le film, même si je l'ai pas vu, je sais à peu près de T'avais des amis au Japon qui peuvent te le passer ou Bah non, Il très est au clairement faut cinéma. acheter le DVD, mais le DVD il sortira bien plus tard. Ouais. C'est logique. Bah t'attendras le DVD. Le DVD ou sinon un Au streaming. pire, je sais pas au pire, bien, tu demandes à quelqu'un de te le télécharger au Japon. Ça doit être mais faisable. non, mais c'est Non, sorti en cinéma au Japon, ça ne sert à rien d'essayer de l'avoir. Remarque, quand tu regardes Avengers, il est sorti 3 jours après. Non, mais c'est pas pareil. Téléchargement. C'est pas donc- pareil. Yojo Senki est un peu moins connu au niveau des animés qui sont sortis en film. Par exemple, dans les animés qui sont sortis en film, il y a des œuvres qui étaient bien plus grosses que celles de Yojo Senki. Mais pour les fans de Yojo Senki, d'ailleurs, je crois qu'ils ont fait 3 millions de bénéfices pour le film en moins de 1 semaine.
Mais c'est vraiment parce qu'il y a des fans et ça s'arrête aux fans, tu sais. Les personnes qui sont nouvelles et qui essayent de regarder un peu ou qui connaissent pas trop vont pas vraiment apprécier la série parce qu'ils vont pas connaître le personnage. Or, après avoir regardé les 12 premiers épisodes de la série, très clairement, tu peux ne pas être attaché au personnage qui est franchement, mais barjo, on va pas se mentir. Mais c'est parce qu'il est complètement barjo que c'est intéressant. À cette table, il y a bien assez de barjo comme ça. Ramenons-les. Disons que je viens juste de débarquer et là j'entends Akila parler d'un homme qui se réincarne en petite écolière. Donc, non, pas en petite écolière, en petite fille nazie, en loli, blonde. Nazi. Voilà, donc, donc nazi avec un nom russe. avec un nom russe, ouais. Oh là là. Dans un monde de magie. Et il a dû consommer pas mal de Polyakov avant de faire ça, sans déconner. C'est un japonais qui l'a fait, donc bon, je sais pas, Bon, peut-être. Bon, de la vodka japonaise, ça se trouve aussi, hein, t'inquiète. Je sais pas que ça existait. Enfin bon, Je peut-être. crois que si, hein, je crois que ça Le existe. saké, oui, mais je sais pas. Ouais, Enfin bon, même mais bon. c'est pas le moment de parler d'alcool. On revient. L'alcool ça s'exporte à l'international. Hein. Et puis il y a On pas s'en mal de fout de pommes de l'alcool. terre au Japon, tu peux faire de la vodka, c'est bon. Voilà. On le goûte. Oui, voilà. On en prend plusieurs verres, beaucoup. Pour la prochaine émission, on ramène une bonne bouteille de vodka japonaise. Ah, moi je suis chaud, hein. Non. Non, c'est non. Le mec il a Bon, rien dit on depuis reprend le avec début. Yojo Senki. Je crois que j'ai du rhum japonais à la maison. Je ramène. Non, chut. Et donc Ah, là, moi, par contre, j'ai de la liqueur biélorusse. Oui, bon, on s'en C'est fout. on s'en fout. Je reprends avec Yojo Senki. Et la raison donc pour laquelle je propose aujourd'hui Yojo Senki, évidemment il y a pas mal de points avec le Troisième Reich et je sais que ça peut poser problème. Et dans l'idée évidemment, Sans deck. sans- je sais que ça peut poser problème. Or la raison pour laquelle je propose cet animé, c'est l'idée d'idéologie. En fait, Parce que vous voyez, l'idéologie nazie, c'est alors quand même c'est pas super. c'est pas l'idéologie nazie que je supporte, c'est plutôt l'idéologie du personnage de Tanya qui est extrêmement amusant. En fait, Elle est nazie aussi, mais... non mais en fait Pas important. Tanya, Les lollis nazis, c'est bien. Ramenons-les tout à la radio. c'est pas nazi exactement dit, mais ça fait énormément rapport avec le Troisième Reich. C'est ça l'idée. Faut pas. Bah, faut pas j'espère qu'il n'y a confondre pas toute l'idée de haine raciale derrière. Parce Non. que Disons que Non, le non, Troisième heureusement Reich, que non. tu m'excuseras, mais bon, nazi, hein, voilà, il n'y a pas. les deux. Oui, Oui. c'est Non, pareil, mais il y a c'est pas surtout dans l'idée, la conquête, enfin l'Allemagne qui essaye de conquérir tout le monde. Voilà. Et Et on reprend cette Ah, idée. d'abord, Et l'Allemagne cherche à avoir son petit espace vital en Cologne. Oui, enfin En petit. Pologne. Non, mais On se réveille. Non, mais Hugo, Les deux sont sous. Moi, je crois. dans l'animé, c'est pas juste petit, c'est un peu Ouais. plus grand, un Ouais, peu beaucoup. ouais. c'est vraiment devenu l'empire nazi. Ok. Donc à ce niveau-là. Oui, donc mais- pas mal quoi le truc. Ouais. Enfin, et donc. Ouais. je Pas les cours d'histoire, on verra plus Attends. tard. Ouais. Bon, je reprends sur l'idée idéologique de Yojo Senki. C'est donc Tanya dans toute la série nous montre évidemment son côté opposé à Dieu. La raison pour laquelle elle est opposée à Dieu, c'est que déjà la première rencontre avec Dieu qu'elle a fait, c'est je peux pas croire en Dieu. Parce que tout simplement, il n'a pas apporté soi-disant le bonheur sur cette planète. Il y a encore de la famine, il y a encore des crimes, il y a encore la guerre qui d'ailleurs fait motiver les entreprises et qui annonce le travail. C'est d'ailleurs pour ça que justement il va se faire réincarner dans ce monde-là avec la guerre. Et donc évidemment, il est contre les idéaux de Dieu. Alors évidemment, Dieu lui dit que Attends, non franchement c'est un point important s'il te plaît Hugo. J'écoute. Et c'est justement pour cette raison que Dieu va lui répondre. Alors tu penses que ce monde est fait de gens heureux et gens non heureux parce qu'il y a ces différents éléments qui peuvent perturber la vie humaine. Évidemment, il est complètement pour cette idée-là, le héros. Et c'est donc justement au fur et à mesure de la conversation que l'on voit très bien la séparation entre les deux. Il est prêt à combattre Dieu pour supporter son idéologie. Et évidemment, Dieu lui propose donc entre guillemets un défi, et c'est donc justement de survivre dans ce monde-là. Et évidemment, la solution de facilité, évidemment, c'est de se dire j'ai une idée, je vais arriver dans un très haut rang dans l'armée et je vais me retirer en disant que j'ai subi des dégâts, j'ai été blessé au combat et hop là je vais pouvoir retirer le combat, vivre une vie paisible et Allez, gagner contre Dieu. Field maréchal et c'est parti. Dans l'idée, mais évidemment Dieu est pas non. Dieu est un enculé. Et justement Monsieur X est quand même un petit peu connard, on va pas se mentir. Écoutez, je pense que par contre si on parle d'enfer, de nazis, de Dieu et de combat à mort, je pense que Requiem ce sera une très bonne chronique pour la semaine prochaine. Ouais. Mais je crois que ça pourrait aussi t'amuser Yojo Je Senki. pense que ça va te plaire Akila. Ça pourrait être, oui. Mais pour l'instant, et donc,
évidemment, je reviens avec l'histoire de Monsieur X. Et donc, notre cher Monsieur X, qui est évidemment une sorte de porte-parole pour notre cher héros, qui est une brebis égarée que Dieu veut remettre dans le droit chemin. Évidemment, on lui dit qu'il est obligé d'y retourner. Ah, c'est dommage. En fait, c'est à ce moment-là que Tanya Degolechav se retire donc du front. Elle est extrêmement heureuse et elle va se dire super, je vais pouvoir vivre une vie paisible. On lui fait tu ne voudrais pas tester une arme avant de partir? On lui fait pourquoi pas, c'est un essai d'arme, donc oui, bien sûr. Tout par de là. Missile nucléaire magique. Non, c'est pas. En fait, le problème. Ça fait penser à Oppenheimer. Tu veux tester un truc? Ouais. Et puis après, quelques années plus tard, ça donne Hiroshima et Nagasaki. Non. Yes. Non, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure de la puissance magique qui était utilisée dans ce monde. En fait, pour pouvoir utiliser cette magie, chaque soldat ont un cristal en fait. Ce cristal, il détient une force qui va être récupérée de la personne qui va posséder le cristal. Le problème, c'est que Tanya a évidemment trop de potentiel. Et parce qu'elle a trop de potentiel, à chaque fois, elle arrête pas de péter ce cristal. Alors, évidemment, l'armée... J'imagine le mec qui rage à chaque fois que le cristal pète. En fait, le cristal ne peut pas supporter toute sa puissance. Et c'est pour ça que il y a un scientifique fou. Littéralement, il est fou. Littéralement, il est fou. Et qui lui dit, j'ai envie de tester ce nouveau modèle. Et il me faut une personne avec un grand potentiel et avec une grande chance de survivre. Et parce que évidemment c'est pas sans danger. Et donc il propose à Tanya et Tanya dit elle est un peu obligée parce que c'est sous ordre militaire. Et évidemment, les essais ne sont pas évidemment fructueux. Le scientifique est un malade qui lui dit mais non, tu peux encore survivre, monte à 10 000 mètres, ça devrait le faire. Évidemment, il y a déjà le cristal qui commence à devenir rouge luisant qui te dit mais c'est pas ouf ça. Voilà. Warning, I'm un peu comme ça, ouais. Alors, attends, quand même, je dis rien, mais un scientifique fou, une histoire de nazis et des cristaux. Je dis rien, Tesseract, Hydra et Captain America, quoi. Ah, mais attends, évidemment que non, ce serait trop simple si ça s'arrêtait là. En fait, c'est Monsieur X, donc qui se fait appeler Dieu, a fait ce qu'on appelle un miracle. Et dans ce miracle, il annonce au docteur et à Tanya avec une voix céleste en lui disant « Si tu veux pouvoir utiliser pleinement ton potentiel, il faut à chaque fois que tu pries Dieu, donc il faut que tu pries moi. » Vous voyez un peu le délire, donc évidemment, Tanya est complètement contre, le scientifique est complètement à fond dedans, il se dit, mais c'est bien sûr, alléluia, c'est ça, c'est la solution. Et évidemment, elle se retrouve avec le problème elle doit faire un choix entre les deux. Et évidemment, il va devoir le faire une première fois à contre-cœur. D'ailleurs, c'est même pratiquement Dieu qui influe sur ses paroles pour lui faire dire et lui montrer qu'elle pouvait contrôler ce pouvoir. Ça fait un peu comme quand tu dois t'excuser, genre tu marches sur le pied de la personne, c'est bon. Un peu dans l'idée, voilà, pour lui montrer en fait le chemin. Et c'est pour ça que tout l'animé va démarrer de là, parce qu'à ce moment-là, il va devenir sergent et va retourner sur le front. Oui, parce que l'armée est quand même un peu connard, parce qu'il n'y a que elle qui peut utiliser ce cristal. Ce serait dommage de l'avoir développé. Question, tu parles du Troisième Reich, mais est-ce qu'il a réutilisé des éléments historiques? Non. Genre par exemple, t'as pas Hitler. Non, genre il n'y a même pas Joukov sur le front de l'URSS Non. Non, c'est juste dans l'idée, tu vois. C'est juste l'Allemagne, la situation de la guerre. De la guerre. Genre en gros, on peut ajouter Crâne Rouge ou des mecs comme ça, quoi. Oui, non, c'est parce que tu te doutes bien que si l'animé il arrive et fait je voudrais publier un truc où le personnage principal c'est un nazi. J'avoue. Voilà. C'est pas ouf. Mais pour des raisons évidentes. Le mieux c'est de s'auto-éditer si tu veux vraiment faire des œuvres qui. Oui, mais on n'a pas envie. Ouais, voilà. Donc je finis avec Yojo Senki et donc c'est pour ça que Yojo Senki c'est extrêmement drôle sur plusieurs points. Évidemment, juste après avoir fait le test, elle est obligée de retourner au front parce qu'il n'y a que elle qui peut l'utiliser. Alors évidemment, t'y retournes, t'as le seum. Voilà, très clairement, on va pas se mentir, elle a le seum, elle est obligée de retourner à la guerre. Et c'est comme ça qu'on arrive à peu près à l'épisode 6 et que les 6 derniers épisodes vont parler, donc vont introduire de nouveaux personnages et autres. Je vous laisse découvrir après l'épisode 6. Parce que là, j'ai pu faire que le synopsis de Tanya, de Yojo Senki. Mais ce qui est vraiment intéressant dans Yojo Senki, c'est vraiment l'idée de démence et de folie que l'on peut avoir dans cet animé. Et c'est pour ça que franchement, plutôt que de le dire, je pourrais pas tout expliquer. Il y a énormément de mangas et animés qu'on peut pas expliquer avec la parole. Faut vraiment le voir pour comprendre à quel point c'est
énormément cool comme œuvre. Et c'est pour ça que même pour Isekai Quartet, c'est très drôle. Ok. Et Bon, dans bah, j'ai l'idée, rien compris au scénario. En fait, Je crois qu'il y avait rien à comprendre. pour résumer, si tu Oui, veux non, mais- comprendre Yojo Senki, c'est assez compliqué de le présenter. Je pense qu'il faut mieux le regarder d'abord et essayer de voir même le premier ou deuxième épisode. Et très clairement, tu t'y attaches très très vite. Bah, disons que des fois, j'ai rien contre le Japon, Akila. Bah, Oula, ça commence mal. Ça. Ça commence bien. Comme le dit Monsieur Leroux, le plus important c'est ce qui est après le mais. Je dirais honnêtement, il y a un extraterrestre qui débarque et qui atterrit directement au Japon. Le mec il se retrouve à gerber des arcs-en-ciel. Hein. Tu m'excuseras, mais bon, des fois c'est tellement what the fuck que. Voilà. Alors, je suis désolé de te l'annoncer. Tu te rappelles, je t'ai conseillé un animé qui s'appelle Hayore Nyarko. Qui va parler un peu qui va reprendre des personnages de Lovecraft, etc. Parce que t'en as fait une chronique. Oui, non, tu m'as. Bah, très clairement, c'est déjà cette scène-là avec un alien qui arrive et le héros principal qui vomit des arcs-en-ciel. Par Donc, premier épisode. Dommage, je t'ai déjà prévu. Akila, on pourra faire une chronique ensemble si tu veux. Tu peux m'en parler. Et puis moi, j'ajoute des éléments de Lovecraft si tu veux. Enfin, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être intéressant, mais faut déjà que tu regardes l'animé. Et attention, faut être accroché. Tu peux me donner les liens ou pas? Je te donnerai peut-être C'est un pas en site ou japonais, quoi à voir. j'espère. Ce sera à voir en fonction. Tu choisiras. Donc voilà, moi j'ai fini à peu près ma chronique sur Yojo Senki. C'est un putain de chef-d'œuvre. Voilà, je le dis très clairement. C'est à mourir de rire. C'est comme Kabanei, c'est un de mes top 5 dans les animés les plus drôles et qui m'ont fait marrer. J'ai regardé les 12 épisodes en une soirée. Et très clairement, dès le deuxième épisode, j'étais à fond. Donc moi je vous le conseille. Donc pour ceux qui sont intéressés, voilà. Bon, bah, s'il y a des gens intéressés par Moi, des animés honnêtement, sur ça me la Seconde tente. Guerre mondiale. Je suis à fond. Très clairement, je pense que Hugo, ça peut te plaire. Oui, ah oui, moi ça parle de trucs complètement what the fuck, de nazis, d'enfer et Je de sens qu'on va bien se de marrer. projets. Effectivement, on se mate ça. Tristan, Ouais, pas de soucis. Tristan et Hugo, je pense que comme vous n'êtes pas non plus énormément animé manga, je pense que pour introduire, c'est l'un des sujets les plus what the fuck, et c'est pour ça que je vous les conseille en premier. Bah C'est honnêtement, plus drôle. mais par contre je pense Voilà. que du coup Requiem Chevalier Empire ça te plaira pas mal parce que ça rejoint un peu cette idée là au niveau des enfers et nazis et tout le bordel. Ok, on en reparlera. Bon, du coup, on peut passer, maintenant qu'on a fini cette chronique, ma foi, très Un peu politisée, hein, mine de rien. Ça parlait de Dieu, ça parlait de la Troisième Guerre mondiale. C'était un bon bordel. Bah, en fait elle est pas terminée ça se trouve. Il y a des nazis cachés. Ils sont là dans vos villes, dans vos campagnes. Ils préparent la Troisième Guerre. On va pouvoir passer à la chronique d'après. Du coup, Hugo, t'as un truc ou pas? Bah du coup alors le problème c'est que c'était vraiment une chronique vraiment vraiment Ouais. complète, vraiment vachement complexe donc j'avais pas. Après On je la peux... fait pas maintenant? Non pas maintenant. Il y a vraiment trop de trucs. Hein. Bon, bah du coup, je vais devoir partir en roue libre sur mon sujet que j'ai pas vraiment préparé, mais on va dire ça Comme passe. d'habitude. C'est pas grave. Ouais, mais là ça va être chaud, je vais avoir besoin de vous un peu. Pas mais de bon, soucis. Oui, Hugo. on va partir débat. on va voir ça juste après le jingle. Parlons de jeux vidéo. De design, de gameplay, de narration. Du coup, j'ai donc une chronique, puisque Hugo n'a pas... Enfin, comme vous l'avez entendu, Hugo préfère préparer un truc pour que ça soit bien long, bien stock. Donc, je vais faire un peu Hugo, le... quoi. Je vais faire un peu le filler aujourd'hui avec un sujet que j'ai pas vraiment travaillé, mais que j'avais très envie de présenter. Alors ça va être probablement assez court, parce que je vous dis, j'ai pas préparé et que c'est pas non plus un sujet immense, quoi. J'en ai peut-être un sujet immense qui va arriver sur les jeux mobiles, je vous tease ça, je vais voir si je vais le préparer. Alors ou pas. aujourd'hui on va jouer à Candy Crush. Et bah justement, Candy On va Crush, s'amuser. si on parle du jeu mobile, on va en Avec parler nous. de Candy Crush. Oh non. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on va parler. La déprime. Je vais vous replacer un peu le contexte pour que vous compreniez c'est quoi mon sujet. J'étais à une convention à Bayeux, c'était un truc, ça s'appelle le Café Geek, c'est organisé par une assos qui s'appelle Summer Geek, c'est super sympa. Et Il y a un festival qui s'appelle le Summer Geek. Hein. ouais, et bah c'est les mêmes mecs. Bah je vais y aller. Et bah c'est super bien. Avec le cosplay, je vais y aller avec Étienne. Et bah t'as vu, c'est des mecs trop cool. Je crois que je vais me ramener Ouais. en bouffon dans ce cas. Pas de soucis. Et du coup, ils avaient organisé un truc, machin, on parlait de séries, d'animés, de jeux vidéo et tout. Et à un moment, je discutais avec un mec, et il me disait, oui, moi j'aime beaucoup le jeu vidéo, et je pense que c'est l'art ultime. Alors moi, je disais, attends, pourquoi tu penses que c'est l'art ultime? Déjà, il disait que c'était un art, et que c'est pas encore officiellement un art, le jeu vidéo. Bah en fait. On peut le considérer non, comme un en art. fait, je pense que ça On peut. dépend du jeu vidéo en question. Non, bah non. Parce que si tu Ça, prends... c'est stupide. Non, parce Bah que si. si tu prends... Non mais... Enfin, tu m'excuseras, mais au niveau des œuvres d'art, il y en a... bon, après, je vais encore me le répéter.
Mais quand tu prends Bloodborne, Dark Souls ou autre, ça c'est des œuvres d'art. Mais quand tu prends des jeux comme Angry Bird ou des Stickman, sauf pour moi, que ça n'en est pas. Quand tu choisis la spécificité d'un média, si tu dis ce genre de jeu est un art ou ce genre de jeu n'en est pas, tu peux pas faire ça. Soit le jeu est un art, soit ça n'en est pas. Tu peux pas genre aller voir un film et faire ça c'était pas une œuvre d'art. À partir du moment où il y a de l'intentionnalité pour créer une œuvre, c'est de l'art. C'est tout. Ouais, mais le jeu l'intentionnalité, elle peut être pas du tout noble. Oui, mais on peut aussi tout à fait introduire un principe de relativisme. Oui, alors dans ce cas, ce principe de relativisme dans le jeu peut s'appliquer dans toutes les formes d'art. Ça veut dire aussi bien dans le cinéma, dans la musique. Tu m'excuseras, mais bon. Est-ce que le design, ça s'étale de petits meubles comme par exemple le design en mobilier. Tu m'excuseras, les gens qui ont conçu les tables sur lesquelles on est en cours, enfin sur lesquelles nous écrivons quand on est en cours, ou les tables qui sont là, voilà. C'est des designers qui les ont fait, et pourtant c'est pas de l'art. Alors que pourtant tu prends une table d'architecte, ça c'est de l'art. C'est parce qu'il y en a un qui a été pensé pour être utile et un autre qui a pensé pour être, tout simplement. Mais des jeux vidéo qu'on pensait être qu'utiles, putain, pas des masses. Je savais pas que ma chaise serait capable de me dire cogito ergo sum, hein, je pense, donc je suis. Hein. Non mais... Bon, de toute façon, c'est pas de ça qu'on parlait. Donc, le jeu vidéo n'est pas un art en tant que tel, mais vas-y, qu'ils me disent le jeu vidéo est un art, tranquille, on s'en fout. Mais ce qui me faisait tilter, c'est surtout l'art ultime. Et... ça essaie de faire participer les gens là. Oui, il y a un problème. Oui, il y a un souci là. T'es contre la parole, t'es contre la liberté d'expression, c'est ça? Bah, laissez-moi au moins introduire, merde. Macroniste là. Non mais toi, depuis que t'es revenu, on n'arrête pas de t'entendre. On va finir par couper ton micro. On va pouvoir avoir un truc fluide. Oui, donc, mais la radio c'est fait pour avoir des interactions, tu vois, comme le disait. Oui, mais il faut quand même mettre un sujet. Ah bah oui. Là, il y en a pas encore. J'ai même pas mis le sujet. Il a pas ça encore fait déjà 10 minutes. Tu l'as déjà interrompu. Hein. Voilà. Bref. Habituellement, c'est moi qui fais ça. Merci de me voler mon job. Alors, vous dites d'interrompre, mais là, j'ai entendu Akila et Tristan. Taisez-vous, s'il vous plaît. Et on t'entend. Non, mais... Bon, j'ai coupé Hugo parce qu'il parle de trop. Donc, je disais, ce qui me dérangeait dans ce qu'il faisait, c'est surtout que... Enfin, dans ce qu'il disait, c'est qu'il disait que le jeu vidéo était un art ultime. Et il disait ça parce qu'il disait, c'est exactement comme le cinéma qui regroupe déjà plusieurs spécificités des arts, comme l'étude de l'image ou l'étude du son, et qu'en plus on rajoutait de l'interactivité. Et du coup il me disait, donc c'est globalement prendre toutes les formes d'art, les mélanger en une seule, et en plus rajouter un truc. Donc c'est forcément mieux que tous les autres. Et genre quand on l'écoute comme ça, tu peux difficilement dire que c'est faux, que plus... genre si tu rajoutes tout, c'est forcément un mode d'expression qui est encore plus... proche d'une vision de l'auteur, j'ai envie de dire. Sauf que je pense que si on simplifie ça comme ça, on oublie un élément qui est pour moi maître dans l'art, finalement, c'est que là où le cinéma n'a pas l'interactivité, là où la peinture ça marche pas, mais je pense que le roman ça marche, et qu'on n'a pas dans le jeu vidéo, c'est une maîtrise du rythme. Et je pense que cette notion de rythme fait que le jeu vidéo ne peut pas être considéré comme un art supérieur aux autres. Ça peut être considéré comme un art. Oui, c'est bon, t'es remis, hein. C'est bon Hugo, maintenant tu t'es calmé. On va pour revenir à ta notion de rythme, en effet, t'as des livres, s'ils sont super bien rythmés, en plus avec une bonne écriture, tu t'attaches très facilement au livre et tu prends dedans, tandis qu'un livre peut très bien être écrit mais avoir un très mauvais rythme et t'as plus de difficultés à le suivre. Après, je pense que ça dépend aussi des préférences du lecteur. Voilà. Moi je sais que j'ai une facilité monstre à lire des Lovecraft alors qu'il y a un langage qui est super développé. Oui. Il y a plein de descriptions et il y a des gens pour lesquels au niveau du rythme, tu vois, il les lira super lentement et à tâtons quoi. Mais surtout quand dans un livre, par exemple, tu lis, je sais pas, le personnage arrive dans une pièce, on s'en bat les couilles, une pièce. Ton personnage, il va faire ce qu'il a à faire dans sa pièce, parce que l'auteur, il aura écrit, je sais pas, il regarde les chaises, il se tape la tête contre le mur, puis il sort. Alors que dans un jeu vidéo, si le livre était un jeu vidéo, tu pourrais rester dans la pièce pendant des heures et des heures, comme tu pourrais simplement rentrer et ressortir. Et du coup, c'est là où tu perds une notion de narration, tu perds au final du rythme sur la narration, et sur le rythme global du jeu. Après, ça dépend aussi au rythme auquel tu veux l'aller. Je pense que c'est plus un choix qu'autre chose. Enfin, après, il y a quand même une narration derrière. Tu peux pas faire n'importe quoi dans un jeu vidéo. Mis à part le tu peux faire n'importe quoi dans un jeu vidéo. Ce que je veux dire, c'est que ça dépend du jeu vidéo.
de la liberté que les réalisateurs te laissent. Par exemple, t'auras pas autant de liberté dans Minecraft que dans une mission de campagne d'Halo. Ouais, mais dans la mission de campagne d'Halo, si tu veux pas sortir du spawn, tu peux. En fait, tu sors automatiquement du spawn. Oui, non, mais je veux dire, si à mais la par zone, contre, on te laisse... si t'as décrété de pas aller dans la zone plus loin pour aller descendre une tourelle entière, ouais, voilà. dans un Warthog, oui. Sauf que le souci, c'est que l'objectif du joueur, c'est quand même de progresser. Bah, ça dépend du joueur. Oui, voilà, tu vas pas je veux dire... Mais mec, tu vas pas acheter quand même un jeu vidéo. Oui, mais non. Je fais la première mission de campagne et je reste au point de spawn avec mon Magnum. Oui, mais sauf que. Oui, bien sûr que si. Sauf que c'est possible. Avoir les commandes. C'est pas que les gens vont le faire, c'est que c'est possible. Oui, ça c'est possible. Et que tout le monde va atteindre les objectifs à un rythme qui est le leur. Là où dans la même scène, on prend, on va dire, Halo, donc la première mission où il faut aller à la zone et où on peut faire des trucs sur les côtés. Ouais. Dans un film, le personnage ferait directement, on va dire, il va aller casser une tourelle parce que c'est son délire, et il va aller à la zone. Et ben, les images vont pouvoir se calquer sur ce que fait le personnage, et la musique va être parfaitement rythmée avec les actions. Alors que le joueur qui a le choix, il va complètement casser cette idée de rythme défini. Il va créer un rythme indéfini. Pas tellement, parce que, enfin, au niveau du rythme, au niveau des plans, de la vue, des actions, oui. Mais au niveau de la musique, faut pas oublier qu'il y a certains algorithmes qui sont réglés pour correspondre. Oui, mais ça fait pas de la musique. Ça fait pas une musique définie. Non, mais ça fait une musique en plusieurs parties. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, au niveau de la musique, il y a quand même un certain rythme qui est adapté selon la mission, l'action qui se passe. Oui, mais une musique de film et une musique évolutive, interactive, c'est pas la même musique. Non. Donc, tu perds cette notion de rythme. Et le rythme, on est tous d'accord ici pour dire que c'est super important, que ce soit en musique, dans un livre, dans un jeu, dans un film, une pièce de théâtre. En architecture, peut-être un peu moins. Mais le rythme, c'est un élément essentiel. Même dans une BD aussi, ou un truc comme ça, c'est vachement important. C'est considéré officiellement comme un art, la bande dessinée? Oui, la bande dessinée est considérée comme un art. Ok. Et pas les mangas. Je suis contre. Non mais honnêtement, on voit bien les gens qui rachent. Honnêtement, il y a, que ce soit au titre des mangas ou des BD, il y a des BD, il y a certaines BD ou certains mangas. Personnellement, c'est des pépites d'or. Oui, mais c'est des pépites. Voilà. On en revient au débat du début. Il y en a d'autres, c'est un peu moins bien. Je sais pas, mais bon, je préférais lire une bonne BD avec des mecs qui sont en manette, vraiment des vrais génies ou des gars super, genre Requiem, la BD dont je vous parlais, plutôt que de lire une BD Jean-Marie Bigard, quoi. Je sais pas du tout. Comment ça, t'aimes pas Jean-Marie Bigard? Non, c'est pas ça. Tu veux qu'on se tape? Non, c'est juste au niveau de il y a certains niveaux qui sont faits, par exemple les comics Batman, il y en a, ils sont magnifiques. Hein. Oui, mais enfin, c'est pas le sujet, mais ça me dérange pas de bouger de sujet. Tu considères qu'un art doit être considéré en tant que tel par rapport aux œuvres qui figurent dans cet art. Je sais pas si on comprend bien. Je vois pas trop ce que tu veux dire. En gros, une forme ouais. Pour moi, un art c'est défini selon un concept. Genre la peinture, c'est la maîtrise de l'image. Le film, c'est la maîtrise des actions. Le livre, c'est la maîtrise des mots. Le jeu vidéo, si c'était un art, ça serait la maîtrise du choix. Alors que toi, tu me dis, cette œuvre-là, par sa spécificité, fait que ça rentre dans une BD, et parce qu'elle est réussie, rentre en tant qu'art. Je parle pas le fait que ce soit réussi, mais je parle surtout de l'intention. Par exemple, dans le BD Jean-Marie Bigard, c'est juste un truc marrant pour lire les aventures de Jean-Marie Bigard. Oui, mais il y a la volonté de faire une bande dessinée. Oui, mais moi je te parle vraiment, des fois il y a certaines volontés ou envies sous-jacentes qui sont vraiment particulièrement fortes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Il y a tout, par exemple, dans une des BD qui a été réalisée par Mills, le dessinateur de Requiem, où il y a des allusions aux œuvres de Giger, donc, qui est le plasticien suisse qui a réalisé les décors pour Alien, toute l'architecture dans Prometheus et autres, dont ça s'est inspiré. Là, c'est vraiment un truc qui est vraiment, il y a de la recherche, il y a du travail. Et je veux juste revenir sur ce que tu me disais. Tu me disais que la peinture, c'était la maîtrise de l'image. Ouais, peut-être pas la maîtrise de l'image, je sais pas trop. Non, c'est pas ça. En fait, c'est juste que tu vois l'idée, quoi. En fait, sur la base, tu pars du principe que chaque type d'art doit maîtriser un type de support. En fait, au niveau, par exemple, l'image. Ce qui fait sa spécificité. Sauf que ce qui se passe, c'est que des fois, on a certains types d'art qui cherchent à transcender leur fonction. Par exemple, Norman Rockwell,
il a fait des peintures qui sont qui ont un réalisme presque photographique. Et au final, il transcende la peinture pour passer à l'image. Par exemple, on a une peinture au Louvre dont je me souviens plus du tout. C'est David contre Goliath, où en fait c'est un support en pierre où la peinture est peinte des deux côtés. Et c'était à une époque où il voulait montrer que justement la peinture pouvait encore rivaliser avec la sculpture qui était la maîtrise de l'espace. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Des fois, certains genres ne rentrent pas forcément dans les cases, mais cherchent à transcender d'autres. Il y a une fonction première, mais des fois, en fait, tu apprends les règles, tu maîtrises les règles et tu brises les règles. Mais du coup, quelle est la différence fondamentale selon toi entre Jean-Marie Bigard et ta BD de tout à l'heure ? Alors, je vais te dire ça, je sais pas, tu te souviens des cours de français de seconde ? À peu près. Peut-être, ouais. Tu vois les Parnassiens, qui selon eux, l'art, ça devait être quelque chose de beau, avec une volonté derrière. Ok, ouais. Et ben, je vois un peu ça comme ça. Donc, pour toi, moi, s'il n'y a pas la recherche du beau, c'est pas de l'art. En fait, c'est pas une recherche du beau, mais s'il n'y a pas de grosses recherches derrière, de gros engagements, enfin pas d'engagement, mais genre vraiment un travail vraiment qui va marquer l'esprit, tu vois. Quand il s'il n'y a pas la volonté de faire de l'art. Oui, de faire de l'art et de marquer les esprits. Moi, quand je lis une BD de Jean-Marie Bigard, enfin, c'est un exemple comme ça. Oui, oui. Ce que je veux dire, c'est que bon, après, il y a des BD qui sont de l'art comme Boule et Bill ou Astérix qui ont vraiment marqué. Mais des BD vraiment lambda comme ça qui sont vachement éphémères, qui perdureront pas, qui n'auront pas de postérité, tu vois. Il n'y a pas vraiment de volonté de s'inscrire dans le temps non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a vraiment une recherche d'impact chez le lecteur. Moi, je vois certaines images de certaines BD ou comics qui m'ont vraiment marqué parce qu'elles sont magnifiques et elles sont saisissantes. Et ça, je sais pas, ça dégage quelque chose qui... C'est pas, je dirais pas que ça s'explique pas, mais il y a quelque chose. Tu vois. Parce que moi, j'ai toujours vu l'art et la définition de l'art comme étant l'utilisation d'une certaine spécificité. Donc, je t'avais dit la recherche de la maîtrise de l'image et tout. Et c'est pour ça que quand on me disait... enfin, plutôt, quand la première fois que j'ai réfléchi à ça, c'est un type sur Twitter qui disait ouais, je vais peut-être faire une vidéo sur pourquoi je pense que le jeu vidéo est un art. Oui. Et je vais vous poser quelques questions pour pouvoir qu'il fasse des sondages, quoi. Et à un moment, il disait est-ce que vous considérez que... je sais plus c'était quoi le jeu qu'il prenait en exemple, mais on va dire Dark Souls, c'est de l'art. Alors les gens ils disaient oui, parce que c'est super bien, c'est super beau, il y a une grosse réalisation, machin, c'est de l'art. Oui. Ok. Et après il disait est-ce que vous considérez que Candy Crush c'est de l'art ? Et là, à très très grande majorité, non. Les gens répondaient que non. Oui. Alors que d'après moi, puisque Dark Souls et Candy Crush jouent sous les mêmes règles, les règles du choix, enfin la spécificité du choix. Je vois ce que tu veux dire. On pouvait pas dire que l'un était de l'art et l'autre n'en était pas, parce que même quand il n'y a pas la volonté de marquer l'histoire, de faire quelque chose de beau, de faire quelque chose de marquant, ça perd énormément en valeur, hein, on est d'accord que... c'est clair. Voilà, on va pas faire genre. Il y a des peintures, il y a des peintures, des livres qui sont donc dans les domaines de l'art, qui pourtant ne marquent pas forcément les histoires, qui sont éphémères. Oui, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Donc, cette règle-là peut s'appliquer s'applique dans tous les arts. Certaines choses seront forcément plus marquantes que d'autres. D'autres auront des intentions, d'autres n'en auront pas. Après, je regarde en peinture les natures mortes, par exemple, qui n'ont pas forcément juste pour faire beau. Voilà. Mais d'après moi, justement, ça revient à la toute fin de la phrase. Il cherchait à faire de la peinture, même en peignant quelque chose, une nature morte, il cherchait à faire de la peinture. Quelqu'un qui fait un jeu vidéo, s'il cherche à faire un jeu vidéo... Même le mec qui a cherché à faire Candy Crush, il a cherché à faire un jeu vidéo. Et pour le coup, il a réfléchi à la spécificité de son média, de son support, de comment il l'a fait. Et même si c'est un truc qui pue l'argent, Candy Crush pue l'argent. Oui, comme beaucoup d'autres jeux mobiles ou autres. En vrai, ou hors mobile. Pas toujours, mais non, mais on en comme reparlera, beaucoup. Peut-être. J'inclus pas tout. Oui, j'ai dit comme beaucoup. J'ai très envie de faire cette chronique sur le jeu mobile maintenant, mais mais du coup, je pense que pour moi, les deux choses qui définissent l'art, c'est vraiment la spécificité du média qui est utilisé, et la volonté de créer quelque chose à partir de cette spécificité. Parce que du coup, donc en fait, si on fait un jeu vidéo, selon toi, l'art serait plus défini par la volonté de création, en fait. Ouais. Okay. Exactement. Parce que si tu fais un jeu vidéo, par exemple, ou non, je vais prendre plutôt l'exemple du cinéma. Sur l'idée. Non, attends, juste mon exemple. D'accord. Vas-y. Si, je crois qu'on avait vu cet exemple en philo, si un mec filme une pièce de théâtre telle quelle, ne fait aucun montage, filme juste la pièce de théâtre, tu peux pas appeler ça du cinéma. Parce qu'il a juste filmé la pièce de théâtre. Il n'a pas cherché à faire du cinéma. C'est pour ça que je rajoute cette condition-là. D'accord. Plus que la spécificité. Donc il y a une recherche derrière également. Bah, faut juste que ça fasse volonté
de faire parmi la spécificité, évidemment. Oui. Parce que si tu filmes une pièce de théâtre, alors tu filmes quelque chose. Alors tu vas filmer une pièce de théâtre. Théâtre, c'est un art. Tu vas filmer. Habituellement, quand on dit que tu filmes, tu vas déjà forcément associer ça à l'art du cinéma. Alors dans ce cas, si tu filmes une pièce de théâtre, à quoi il appartient? Au théâtre ou au cinéma? À aucun des deux. Alors, est-ce un art dans ce cas-là, étant donné qu'il appartient à aucun des deux, sachant qu'il est basé de deux arts? Ce qui est montré était de l'art. Ce qu'il est n'est plus de l'art. La vidéo d'une pièce de théâtre n'est pas une œuvre d'art. La pièce de théâtre est une œuvre d'art. Oui, puisque là, Ça veut dire qu'un manga est une œuvre d'art, et ça veut dire qu'un animé est aussi une œuvre d'art, puisqu'on le voit aussi. Oui, puisqu'il y a volonté de faire une animation. Donc théoriquement, on pourrait l'avoir, il pourrait être reconnu en tant qu'art. Bah, il fait partie du cinéma, hein, techniquement. L'animé et le manga fait partie de la bande dessinée. Bah oui, mais très clairement, quand on part dans l'idée, par exemple, des arts, qu'est-ce que vous connaissez en art? Très clairement, on va vous citer la littérature, blabla, etc. Et manga et animé. Oui, mais je pense. Alors, la question de l'art, Akila, je pense là-dessus, c'est pour te rejoindre là-dessus, ça dépend aussi de la société dans laquelle tu vis. Par exemple, ça touchera quand tu parles d'art. Par exemple, je sais pas. Mais quand tu vas par exemple dans des tribus, je sais pas, Dogon au Mali par exemple, tu leur parles d'art dans leur langue, même si c'est pas un mot qui existait dans leur langue à l'origine, tu leur fais comprendre. Eux, ils te parleront plus par exemple de masques qu'ils ont réalisés pour des pratiques rituelles, de peintures rupestres. Enfin, les peintures rupestres, attention, c'est peut-être pas eux qui ont réalisé, mais des fois, tu sais, il y a des grottes ou autres, ou des sites qui existent depuis des milliers d'années et sur lesquels ils reviennent. Et par contre, ça ne leur viendra absolument pas l'idée de parler de la Joconde, des Misérables, ou de choses comme ça. Attends, justement, tu viens de parler Joconde, Misérable, etc. Il y a énormément de romans qui sont basés sur le comique et parfois sur le divertissement, que l'on va considérer en tant qu'art et que l'on va donc mettre au devant. Or, les mangas et les animés font exactement la même chose. Ils peuvent se baser sur le divertissement, comme ça peut être du sérieux, par exemple avec une idée psychologique. Ça peut être un sujet scientifique, comme sportif, dans l'idée. Il y a plusieurs sujets différents dans les mangas et animés. On a pratiquement de toutes catégories. Et pourtant, on a même de la cuisine dans les mangas. Donc bon, voilà. Et pourtant, on ne considère pas... Il y a plein de gens qui ne vont pas considérer ça comme de l'art. Mais après, ça dépend aussi par quelle personne ça peut être. Oui, voilà. Oui, si c'est des gens qui ne réfléchissent pas, que c'est clair en toi, ils vont juste dire mais c'est nul, c'est pas de l'art. Ou alors ils vont dire mais c'est un mélange d'art, on peut pas appeler un mélange d'art de l'art. Encore une fois, je pense que c'est aussi quelque chose qui est vachement influencé. Désolé encore de ressortir mes discours anti-américains, mais c'est quand même quelque chose qui a vachement été influencé par les culture ou l'hégémonie de certaines cultures. Aujourd'hui, avec la globalisation actuelle, on est à une domination des cultures à l'état global, voire même on a une extinction de masse des cultures, du coup, tout à l'image de la biodiversité terrestre. Est-ce que tu penses que l'art est fondamentalement rattaché à une culture ou à la culture? Alors ça dépend du message. Comment ça? Bah en gros, j'ai pas envie de te faire un cours d'anthropologie parce que voilà, mais en gros, il y a dans le fonctionnement du cerveau humain, dans les attitudes humaines, il y a des messages qui sont fondamentaux simplement parce que ça se rapporte au fonctionnement de notre cerveau. Après, la culture, ça va influencer tout ça. Par exemple, si tu veux, c'était un débat qu'on avait eu à l'université en espagnol, où il y avait une question où c'était, alors je crois que c'était la culture se limite-t-elle au langage ou un truc comme ça. En fait, au final, t'auras beau étudier à fond. Moi, par exemple, je vais être archéologue sur les civilisations précolombiennes et je voudrais étudier les langues mayas, hiéroglyphiques et parler encore à l'oral par les tribus autochtones, enfin les indigènes. Si tu veux, j'aurais beau les étudier à fond, je pourrais me rapprocher de l'essence même de ce que les mots leur veulent dire, mais j'arriverai jamais à les toucher du doigt comme les peuples qui existaient avant. On pourra s'approcher. C'est un petit peu lorsque, par exemple, tu t'approches du zéro sans l'atteindre sur une fonction. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as une fonction qui tend vers zéro, bah là tu tends vers la culture pour la toucher du bout du doigt, mais tu la toucheras jamais parce que tu ne fais pas partie de cette culture. Du coup, chaque culture a vraiment ses arts, qui ne seront jamais les mêmes. Mais on pourra, en fait, on pourra toujours être sensible à des cultures des autres, mais on ne pourra jamais toucher selon moi, dans l'absolu, la culture d'une autre personne. Je pourrais pas toucher, par exemple, un Maya qui a vécu au 6e siècle ne pourra pas toucher aussi profondément du doigt, même. Je pense qu'après ça se rapporte à la naissance. Face à un film, il va pas te dire c'est de l'art. Après, si tu veux, je pense que ça se rapporte peut-être à la naissance. Par exemple, si tu prends un bébé africain.
du 2e siècle et tu le rapportes en Europe alors qu'il a que 2 mois, le gamin il reconnaîtra jamais la culture de son peuple d'où il est originaire, mais il reconnaîtra la culture européenne. Tout est une histoire de culture, du coup. Oui. Mais je pense qu'aussi ça naît avec l'enfance, parce que dans l'enfance on a des choses qui s'ancrent extrêmement profondément dans notre tête. C'est la formation du cerveau, l'enfance. Oui, et je pense qu'au niveau de la culture, ça peut influencer là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais. Si tu passes ton enfance dans une culture et que tu vas en étudier une autre quand tu es étudiant, mais vraiment à fond, que tu t'y mets vraiment de toute ta vie, de toutes tes forces, que tu vas même vivre là-bas, tu pourras t'en rapprocher au plus haut point. Mais tu ne toucheras jamais l'absolu de tout ça. Ok. Moi, je vais dans cette même idée du fait que moi, j'ai quand même pas mal vécu à l'étranger. J'ai côtoyé quand même pas mal de population, de population, de gens différents, de culture. J'ai vu pas mal, j'ai vu des choses. Et pour dire, oui, t'auras beau vivre avec des locaux, avec des gens, adopter leur manière, leur façon de vivre, leurs paroles. Tu n'auras jamais la même façon de penser qu'eux. Pourquoi? Du fait justement que ton enfance, tu as été élevé à un autre endroit. Du fait que ta première expérience de la vie, donc ton enfance, a été faite à un autre endroit. Et en fait, pour avoir, j'ai envie de dire, un mélange de cultures, peut-être vraiment toucher, et encore je suis même pas sûr qu'on pourrait toucher absolument, c'est d'avoir deux parents qui ont tous les deux une culture différente, vivent dans les 2 pays par moment. Je pense qu'avec 2 parents de nationalités différentes, si tu arrives à développer et à vivre dans les 2 pays à la fois, tu peux réussir à développer. Voilà, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Bon, après, vas-y quand même pour vivre dans 4 cultures à la fois. Voilà, c'est ça. 2 c'est possible, après plus c'est compliqué. Et moi du coup je trouve votre avis méga intéressant parce que c'est pas le mien. Je pense que déjà très clairement je vais faire très court. Je ne pense pas. Non mais du coup c'est intéressant parce que je pense pas qu'on puisse dire qu'il y en ait aucun de nous qui ait raison parce après, que qui peut savoir qui a raison quoi. Il y a que moi qui ai raison avec les animés et les mangas. Akila, juste pour rejoindre, tu dis que Hugo était pas d'accord. Mais il y a une phrase qui dit on n'apprendra jamais de personnes qui sont toujours d'accord avec nous. Faut discuter avec des personnes qui sont pas d'accord pour en apprendre ou qui ont des opinions différentes. Je pense pas que ce soit en plus un débat genre oui t'as raison et toi t'as pas raison. Je pense que c'est des interprétations parce que c'est pas binaire, c'est subjectif. Je vais faire très court parce que là on est à la fin de la chronique donc je vais faire très court. Je vais prendre les réponses et puis on va s'arrêter là quoi. Parce que moi vu que je pensais que l'art se définissait surtout par ses méthodes, je pense que tous les arts sont les mêmes, peu importe où tu es, car un art est défini par, en fait, une façon de s'exprimer. Enfin, genre, s'exprimer par l'image, s'exprimer par la musique, s'exprimer par tout ça. Je pense que c'est pareil partout. Genre, partout où tu peux faire de la musique, c'est de la musique. Alors, un jeu vidéo qui s'exprime par image... Oui, je pense que la fusion d'art n'empêche pas de... Oui, voilà, ça n'empêche pas de créer des arts. Parce que ça apporte quelque chose en plus. Mais du coup, je pense qu'il y a un nombre défini d'art parce qu'il y a un certain nombre défini de s'exprimer. Oui, mais attention, parce que si ça fonctionne comme en mathématiques, au final, quand tu regardes dans les temps primitifs, enfin, pas dans les temps primitifs, mais à la préhistoire, les caméras n'existaient pas. Et les appareils photo. Et pourtant, là, il n'y a pas un nombre défini d'art. Non, c'est que pour moi, il n'y a pas un nombre défini d'art. Tant qu'on continuera d'inventer des manières de s'exprimer, on continuera à inventer des types d'art. Oui, mais on ne pourra pas inventer indéfiniment des manières de s'exprimer. L'imagination est infinie. Détrompe-toi, Hugo. Je suis pas sûr. Hugo, dans ce cas, l'imagination est infinie. D'où sortent les idées folles, nos caméras, nos cartes bancaires, d'idées fous, de scientifiques fous. Oui, mais dans ma vision, je te rappelle, enfin, oh putain, j'ai dit ça de manière vraiment, je te rappelle. Pour moi, dans ma vision, c'est défini par la règle de la spécificité. Tu peux pas inventer des milliards de spécificités non plus. Oui, mais tu sais, il y a 2000 ans, tu t'imaginerais pas, si t'avais la même idée fixe, tu t'imaginerais jamais qu'on aurait vu des inventions. L'art, ça passe aussi par les sens. Oui. C'est dommage qu'on doive s'arrêter maintenant parce qu'on commence à être en retard. Mais tu sais qu'il y a aussi certains sens qu'on estimait exploiter à leur maximum il y a quelques centaines d'années et que maintenant on commence à redécouvrir par certaines choses. Mais je pense que quand même il y a... Enfin, du coup c'est là où on se sépare vraiment. Je pense qu'il y a un nombre défini d'art. L'homme est en constante évolution, donc l'art en lui-même est en constante évolution. On est quand même limité à nous-mêmes, donc enfin tu peux pas... oui, mais tu n'as de limite que si tu ne penses que tu en as.
Et du coup, on va terminer là-dessus. L'imagination est infinie. En parlant L'art est né de de limite. l'imagination. En parlant de limite, on va parler de la limite de temps. On est déjà en retard. Ouais. Du coup, c'est bien. On a fait un gros débat qui est parti bien plus philosophique que ce que c'était. Et c'est parfait. Moi, j'adore ça, la philo. C'est beaucoup trop, les gens. Et bah, c'est super. J'ai mon cerveau qui fume. Non, toi, t'as pas le cerveau qui fume. T'es en train de me pomper la batterie de mon téléphone sur Internet. Ah, mais ça, c'est drôle aussi. C'est dégueulasse, Hugo. Bon, du coup, c'était super. Vraiment, je trouve très bonne émission. Moi, je suis très content. En attendant, j'espère que ça vous a plu aussi. Et on vous dit à la semaine pour la prochaine émission. À plus. À plus. Au revoir. À plus.